Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bienvenue à toutes et à toutes. Donc, je suis ravi d'accueillir pour un nouvel épisode du podcast Parlons de votre mental un entrepreneur qui est cofondateur de la marque Aert et un passionné de sport qui a travaillé pour des grandes marques précédemment, Esprit, Lévi-Strauss, Reebok. Et je suis ravi de venir aujourd'hui interviewer Patrick Daniels. Bonjour Patrick. Bonjour Sébastien, merci. Alors comment ça va Patrick ? Ça va super, ravi d'être avec toi là pour répondre à tes questions sur le mental. Donc je suis tout oui. Bah écoute, nous on est ravis de t'avoir dans cet épisode. Tu as un parcours en tout cas avec des grandes marques qu'on connaît tous et tu pourrais nous faire un petit retour sur ton parcours. Voilà, qu'est-ce que tu faisais chez ces marques-là et comment t'es arrivé du coup à cofonder cette marque Aert, marque de sportwear, élégant pour sportif et exigeant, comme j'ai pu lire dans vos slogans. Ouais. Oui, bien sûr. Oui. Alors je suis franco-américain. Je suis né en Californie. Mon rôle, Sébastien, le plus important, c'est mon rôle de papa. De jeunes enfants de 11 et 13 ans. J'ai fait tout mon parcours dans le sport et dans le prêt-à-porter, avec notamment 3 entreprises où j'ai passé assez longtemps, Reebok Europe, Lévi-Strauss et Esprit, où j'ai occupé des fonctions soit dans le produit, chez Reebok notamment, où je construisais les collections textiles pour l'Europe, soit dans la vente, puisque j'ai été directeur commercial pendant pas mal d'années chez Lévi-Strauss, et enfin des postes de directeur général chez Esprit, avec notamment une fonction de président pour Esprit France et directeur général pour l'Europe du Sud. Et arrivé à l'aube de la cinquantaine, Sébastien s'est posé la question, est-ce que je continue sur ce parcours plutôt corporate, en travaillant pour les autres avec toutes les gratifications, mais en même temps les difficultés avec les années qui passent, ou est-ce que je me lance sur un projet entrepreneurial dans un domaine que j'adore, et c'est ainsi que j'ai fondé la marque de sport Aert sur la deuxième moitié de l'année 2020, donc il y a un petit peu plus d'1 an. Ok, donc en plein Covid quoi. En plein Covid, oui. Oui, c'était un petit obstacle, un petit caillou sur le chemin de tous les entrepreneurs, hein, pas que ceux qui se sont lancés en 2020. Ça l'a été pour toutes les personnes qui se sont lancées récemment, mais aussi pour aussi toutes les entreprises qui étaient déjà établies, comme on le sait. Donc, effectivement, ça a donné lieu à quelques anecdotes un peu épiques, avec la difficulté de faire des photoshoots notamment, puisqu'on pouvait pas rassembler plus d'un certain nombre de personnes pour faire nos photoshoots, des produits qui étaient un petit peu retardés au Portugal, etc. Mais oui, c'était en plein Covid. Vous avez réussi à surmonter cette période et du coup à lancer cette belle marque. Ouais. Alors, si tu es d'accord, dans chaque épisode de la saison 2, je propose à mon invité de faire son portrait chinois en quelques questions. Et si tu es OK, on y va. Oui, volontiers. Alors, si tu étais une couleur, laquelle choisirais-tu et pourquoi ? Le rouge. Le rouge, et c'est complètement inconscient, donc je ne pourrais pas l'expliquer. Mais ma couleur, c'est le rouge. Paradoxalement, c'est pas celle que je porte, mais
c'est celle que j'ai au fond de moi inconsciemment. Si tu devais choisir un livre parmi tous les livres que tu as et qui t'inspire, lequel choisirais-tu? Moi, je dirais, j'aurais du mal parmi tous les Welbeck dont je suis fan. Donc, un des livres de Welbeck que j'ai pu lire ces dernières années, je sais pas forcément lequel. Et un deuxième livre serait peut-être un livre qui s'appelle Culture Map. Si tu devais choisir une fleur, La rose. et pourquoi la rose? Pour l'amour, pour la symbolique, pour toutes celles que j'ai pu offrir dans le passé. Si tu devais choisir un objet, lequel choisirais-tu? Bah, si on a le droit au téléphone, ça serait mon iPhone dont je suis addict comme beaucoup. Non seulement pour le travail, mais aussi pour cette immersion dans l'univers au quotidien qu'il permet. Donc, et ça inclut les réseaux sociaux malheureusement, donc, mais clairement mon téléphone. Bon, du coup, si je te demande si tu devais choisir une innovation, tu choisirais quoi? Si je devais choisir une innovation, alors c'est pas une innovation en tant que telle, mais je pense que l'invention des moteurs de recherche, c'est mettre le monde à un clic de quasiment toutes les personnes qui peuplent l'univers. Donc c'est assez incroyable. Donc les moteurs de recherche, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si tu devais choisir un plat cuisiné, lequel choisirais-tu? La lasagne de ma mère. Et une pâtisserie? La meringue au citron de la même personne. Bon, du coup, tu as une maman qui cuisine bien. Cuisine très correctement. Si tu devais choisir une planète, laquelle choisirais-tu? Ah bah la Terre, forcément, on y est. Le moment de la journée que tu préfères, c'est lequel? Bonne question. Je pense celle où je décroche de mon travail. Donc c'est fluctuant, mais clairement celle où je me dis c'est une journée qui a été riche, où j'ai beaucoup produit et maintenant je passe à autre. Si tu devais choisir un art, quel art choisirais-tu? La littérature, j'adore écrire. Peut-être qu'un jour tu pourras écrire ton histoire parmi toutes ces marques. Ah, peut-être, oui, j'ai déjà écrit un livre c'est un autre sujet, mais j'en suis à un et j'adorerais en écrire d'autres. Comment il s'appelle ton livre? Les tribulations d'un quinca. On peut le trouver où? Pour l'instant, sur l'étagère dans ma chambre. Tu l'as pas produit? Non, pas encore. Il y a une quinzaine d'amis qui l'ont lu, donc il n'y a rien qui presse, c'est pas la priorité. Bon, peut-être un jour, bientôt. Bon, là, on arrive directement sur ce que t'aimes. Si tu devais choisir un vêtement, lequel choisirais-tu et pourquoi? Je dirais les dernières productions de ma propre marque d'Aert qui viennent juste d'arriver et qu'on a présenté pour la première fois au salon du running il y a 3 semaines. Donc je dirais de nos 2-3 nouveautés qui ont reçu un super accueil et que j'adore moi-même porter. Où on peut les retrouver où ces textiles? Alors, ils viennent juste d'arriver. Ils ont été photoshootés il y a une dizaine de jours. Donc, ils seront sur le site d'ici mi-novembre à peu près. Si tu étais une qualité? La générosité. Tu devais choisir un mot? J'hésite entre amour et ambition. Tu devais choisir une pièce de ta maison? Le salon, clairement. Si tu étais une saison? L'été. Tu étais un métier? Ce que je fais actuellement. Entrepreneur, créateur de marque de sport. Allez, une petite dernière. Si tu devais choisir un légume, lequel choisirais-tu? Bon, on va dire... j'aurais préféré un dessert hein, ou un vin. Alors, un légume, allez, on va dire une carotte. Une carotte? J'aurais préféré choisir entre différents types de vins. Ah bah vas-y, on y va, je t'écoute. Si tu devais choisir un vin, lequel tu choisirais? Un chassagne montrachet. Bon, en tout cas, merci pour ce petit portrait chinois. On va
on va passer sur en tout cas la thématique qui nous intéresse, c'est-à-dire parler de ton mental d'entrepreneur. Il t'inspire quoi ton parcours? Dans l'ensemble, il m'a apporté beaucoup de plaisir. J'ai été plutôt dans des entreprises à forte culture qui étaient agréables, que ce soit dans le sport ou dans la mode. Donc, je l'échangerai pas forcément contre un autre parcours. Quand on passe des années dans des entreprises qui ont de belles valeurs et avec des collaborateurs avec qui il est agréable de travailler au quotidien, c'est vraiment essentiel. Donc, il a apporté en général beaucoup de plaisir, un petit peu de stress forcément, mais je dirais qu'il a contribué à m'emmener là où je suis aujourd'hui, et là où je suis aujourd'hui, c'est là où je voulais être. Donc, je l'échangerai contre aucun autre parcours aujourd'hui. Et dans ton parcours, de quoi es-tu avec le recul aujourd'hui le plus satisfait? Certainement du retour que j'ai des personnes de mes équipes avec qui j'ai pu collaborer il y a des années et avec qui je suis toujours en contact et qui régulièrement me disent que ça a été des années qui les ont marqués. Donc je crois que je suis fier d'avoir si possible et à ma petite échelle, positivement impacté des personnes avec qui j'ai travaillé, au point d'ailleurs que certains m'ont suivi dans 2 voire 3 entreprises différentes. Mais si on doit faire le point après 25 ans, c'est certainement ça qui est le plus intéressant, c'est d'avoir touché positivement des collaborateurs et qu'ils s'en souviennent parfois 10-15 ans après. Si je te dis rendre possible l'impossible, est-ce que cette phrase, elle fait écho à ton parcours? Rendre possible l'impossible. Alors, l'impossible, hein, quand on est dirigeant d'entreprise, c'est un mot qu'on fuit en général. D'ailleurs, certaines grandes marques de sport l'ont mis dans leur tagline que l'impossible n'était rien. Donc, on a tendance à ne pas inclure ce mot-là dans son vocabulaire. Donc, on n'a même pas besoin de le dépasser en le rendant possible. C'est que quand les choses sont compliquées, on a tendance à se challenger et à challenger les équipes pour trouver la voie qui va nous emmener vers la direction souhaitée et vers le cap que l'on vise. Mais on écarte et même on a été formé pour fuir le mot impossible et ne pas l'intégrer au quotidien. Bon, de toute façon, je crois que, comme tu dis, l'impossible n'est que dans la tête de certains, et je crois que si on peut le bannir le plus tôt possible et pouvoir en tout cas se consacrer aux choses qui nous plaisent et à tout ce qu'on peut bâtir, forcément, souvent quand on a une vision et qu'on se donne les moyens, on arrive à la réaliser. Oui, et puis c'est très anglo-saxon aussi, hein, dans les entreprises où j'ai été, où littéralement c'était le genre de mot en réunion qui pouvait pas être utilisé. Si quelqu'un disait c'est impossible, tous les regards se tournaient et la personne était fortement challengée. C'était même culturellement pour des entreprises qui ont notamment des ambitions, la notion d'impossible elle est rarement tolérée. Si tu devais définir le mot mental, comment le définirais-tu, toi? Alors c'est une force intérieure qui est invisible et qui est un moteur pour nos actions au quotidien ou notre inaction ou notre résilience. Mais c'est certainement la définition qui me vient. C'est une force intérieure invisible, presque impalpable et pourtant qui est toujours là. Et si tu devais définir quelqu'un qui a un bon mental, tu le définirais comment? Je pense que c'est très subjectif. Je pense que c'est très subjectif et je pense que déjà on parle beaucoup du mental évidemment dans le monde de l'entreprise parce que ça sous-tend une certaine détermination,
une énergie que certains auraient en plus ou moins grande quantité. Mais je pense qu'un bon mental peut vraiment dépendre de qui on est et de ce que sont ses objectifs dans la vie. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de tous être des machines ou des bulldozers avec un mental énorme pour être heureux dans la vie. Donc, en ce qui me concerne, moi, puisque tu me poses la question, avoir un bon mental, c'est justement avoir confiance dans cette force intérieure. Mais c'est pas quelque chose qui, de mon point de vue, est universel. On peut être très bien, très heureux sans forcément avoir une espèce de force au sens corporate, comme on peut l'entendre dans les entreprises. Est-ce que toi, tu te prépares mentalement en tant qu'entrepreneur? Oui, alors de moins en moins. Euh, une des une des choses qui dans le passé, quand j'étais encore en développement, jeune directeur commercial ou jeune DG, j'avais tendance à énormément me préparer et ça renforçait ma confiance et mon mental. Et avec les années, je fuis presque la surpréparation. Et aujourd'hui, pour moi, avoir un bon mental ou se préparer mentalement, c'est essentiellement prendre du recul, se détendre et avoir ces facultés cognitives qui sont au plus précis pour bien écouter, pour bien intégrer et pour bien répondre. Mais c'est la préparation avec le temps, les années, l'expérience et la confiance a vraiment évolué. Ou est-ce que dans ce que tu me dis, je pense que c'est important de se connecter avec soi-même, du coup. C'est essentiel et je trouve que quand on est très investi professionnellement, on est très connecté avec l'extérieur et avec les sujets qu'on adresse dans l'instant. Et à ces moments-là, on n'est pas forcément ultra connecté. Et se connecter avec soi-même, c'est souvent tout fermer, téléphone, ordinateur, et avoir une volonté qui soit très précise de ok, où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma journée, dans ma semaine, comment est-ce que je me sens. Personnellement, cette connexion, elle se fait tôt le matin, parce que tous les matins, je vais en forêt. Et c'est l'occasion pour moi d'être entouré que de végétation, des arbres, de ma chienne. Et c'est des moments de connexion assez fortes où les choses s'éclaircissent sans y penser. Et quand je reviens de ces escapades matinales, en général, la journée se déroule beaucoup plus sereinement et de façon beaucoup plus productive. Tu me parlais de confiance tout à l'heure. Tu disais que du coup, dans une première partie, tu te préparais, que ça t'avait amené à prendre confiance. Comment t'as bâti ta confiance au fur et à mesure du temps? Sur le plan professionnel, elle a toujours été assez présente et peut-être que c'est une chance d'ailleurs. J'ai tendance à pas vraiment douter, peut-être parce que j'ai toujours été à ma place à l'instant T, donc dans les entreprises qui m'intéressaient, avec des rôles et des missions qui m'intéressaient. Donc, et c'est peut-être une chance. Elle a toujours été assez présente. Ensuite, forcément, elle se renforce avec les années. Quand on surmonte des challenges, des difficultés, quand on a des succès, on sait qu'on va y arriver. Là, je suis au milieu du gué, par exemple, avec cet énorme projet entrepreneurial de lancer la marque de sport Aert. Et pour avoir fait beaucoup en entreprise, je sais que la route peut être sinueuse, mais il y a cette confiance qui est là en permanence qu'on va y arriver. Donc je sais pas, je pense que ça dépend vraiment des personnes en ce qui me concerne. J'ai tendance à pas douter et avec les années peut-être même de moins en moins. Du coup, tu disais que la route pouvait être sinueuse. Parfois, la route, elle peut être ponctuée de petits échecs ou de gros échecs. Est-ce que tu penses, toi, qu'il faut se donner le droit à l'erreur? Ah, évidemment, oui, au contraire. Puis il faut les rechercher. Et puis il faut jouir de ses erreurs et d'en rire. Si on reprend mon parcours en entreprise, elle est truffée d'erreurs. Enfin, il est truffé d'erreurs ce parcours. Donc oui, bien sûr, il faut les accepter. Il faut en sourire et il faut prendre les mesures correctives. Mais même le projet entrepreneurial dans lequel je suis actuellement, on avait au départ un petit peu cette habitude des grandes entreprises qui était de vraiment planifier les choses, d'avoir une stratégie ultra claire, une feuille de route.
qui soit presque à la semaine et au mois. Et on s'est rendu compte que notre dogmatisme un peu initial sur ce qu'il fallait faire, il était pas forcément le bon. Donc, faut réviser un petit peu le tir, mais on fait des erreurs, mais ça, c'est avec les années, on a tendance, en tout cas moi j'ai vraiment tendance à pas dramatiser et même à en rire. Donc et on en fait au quotidien. J'en fais, mon associé on en fait. Et d'ailleurs entre nous, on a notre hit parade des plus grosses erreurs qu'on a pu faire. Ah, vous tenez un hit parade? Oui, il y en a. On en parlait avec mon associé il y a pas longtemps des erreurs qu'on fait, des croyances qu'on avait qui se sont révélées complètement fausses quelques mois plus tard. Si je te parle du regard des autres, est-ce que c'est quelque chose qui te parle? En entreprise, en ce qui me concerne, il a rarement pesé. Peut-être que c'est lié à la confiance ou de penser qu'on est à sa place dans les rôles que je jouais. Donc, professionnellement, ça n'a jamais été un poids pour l'exercice de mes différentes fonctions au quotidien. Selon toi, comment on perd pour y croire quand personne n'y croit à un projet? C'est une bonne question pour un entrepreneur. Parce que on sait que sur tous les lancements d'entreprises ou de projets, il y a quand même une partie qui ne réussit pas. Je pense qu'il faut faire très très confiance à son intuition et quand on est persuadé de tenir quelque chose, et c'est parfois même irrationnel, ça permet de ne pas douter et ça permet aux personnes autour de ne pas douter non plus. Mais c'est intéressant de s'écouter au plus profond et de se demander est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire? Et si la réponse est oui, ça permet de convaincre les autres en général. T'es quelqu'un de foncièrement positif, comment tu fais pour au quotidien être tout le temps dans cette dynamique positive? Je suis à des années-lumière d'être tout le temps positif au quotidien. Je pense que je serais naïf si j'étais que positif au quotidien. Je pense que quand on est au cœur d'un projet entrepreneurial qui est quand même relativement lourd et structurant à l'échelle d'une vie, il faut avoir un cap, savoir où on veut aller. Ensuite, au quotidien, c'est un peu la stratégie des petits pas qui peuvent fonctionner ou ne pas forcément se dérouler exactement comme on le souhaite. Mais je vois pas le quotidien d'entrepreneur comme étant une promenade de santé où il faut toujours être positif. Il faut accepter les cailloux qui se posent au travers du chemin. Il faut les surmonter. Il faut beaucoup échanger. Quand c'est un petit peu plus dur, il faut s'ouvrir aux autres. Notamment, je le fais avec mon associé ou avec mon entourage. Mais le but, c'est vraiment pas d'être béatement positif au quotidien, c'est d'accepter la réalité des obstacles, accueillir les bonnes nouvelles et les amplifier au maximum. Et quand il y a des challenges ou des difficultés, c'est les prendre telles quelles et essayer de les résoudre un par un. Mais tous les entrepreneurs le diront, on peut pas rester positif au quotidien. Il y a des moments qui sont incroyablement grisants et puis il y a des moments qui sont plus calmes, plus difficiles et puis on sait que ça passe. Donc justement, pour entretenir ce quotidien, tu dois être être motivé. Est-ce que tu as des trucs que tu te fixes, des défis ou en gros comment tu fais pour challenger comme tu dis? Ouais, c'est un bon point. Ouais, la motivation. Bon, déjà, si on est sur un projet qui plaît et qu'on est convaincu qu'on est exactement là où on doit être, ça aide. Mais imaginer le succès ou se projeter dans le succès, c'est une méthode. Moi, je le fais régulièrement. Une deuxième méthode, c'est de vraiment profiter des différents petits succès qui jalonnent le quotidien ou les semaines. Quand on a des retours qui sont excellents sur nos produits, quand on fait des bonnes ventes, c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer quand les temps sont un peu plus difficiles. Et quand on manque vraiment de motivation, il faut juste baisser la tête et continuer à avancer. Et la motivation en général, si elle est en nous, elle revient naturellement. Mais il faut savoir s'appuyer sur ses succès et sur sa vision du succès pour garder la motivation au quotidien.
Est-ce que tu penses qu'il faut avoir un plan pour réussir? Un plan dans le sens, une feuille de route? Oui, feuille de route, avoir un plan bien établi pour aller vers la réussite Oui, qu'on veut, oui, quoi. mais pas trop. Oui, mais pas trop. Et avec mon associé sur AERT au quotidien, on refuse de trop planifier. Donc, il faut savoir où on va, il faut connaître un peu les gros milestones, mais il faut surtout être prêt à adapter nos actions au quotidien. Donc, il faut pas se fixer un plan rigide, sinon on ne dure pas. Ou alors c'est une suite de déceptions. Donc ça c'est quelque chose qui a énormément changé depuis que j'étais en entreprise et qu'on avait des plans à 3 ans, 5 ans, 10 ans. Dans l'entrepreneuriat, il faut pas surplanifier, il faut être ultra pragmatique et il faut revenir à un comportement beaucoup plus intuitif et un peu moins planifié. Oui, il faut s'adapter, quoi. Oui, puis surtout, c'est planifier, on peut toujours planifier, mais il faut surtout être très agile. Il faut tester des choses, il faut apprendre des tests, il faut opérer des virages en permanence, il faut consulter les bonnes personnes qui vont éclairer peut-être des domaines qui n'étaient pas forcément avant et qui vont influencer le cours des choses. Donc il faut surtout être très agile et pas du tout dans son couloir. Donc pour répondre, je suis vraiment pour pas surplanifier. Je l'ai fait pendant 2 décennies et en entrepreneuriat pour être beaucoup plus agile que ça. Tout à l'heure, au début de l'interview, tu nous disais que tu avais pu connaître des moments de stress. Et du coup, je me posais la question de comment tu avais fait pour les surmonter. Ah, je sais pas s'il faut. C'est une bonne question, hein. Quand on est perfectionniste, le stress il est très présent. Si on est ambitieux et perfectionniste, le stress c'est quelque chose qui est du quotidien. Je sais pas s'il faut le surmonter ou si le vrai progrès vis-à-vis du stress, c'est juste l'accepter et se dire quand on l'est, bah à ce moment-là, je suis stressé. Qu'est-ce que je fais? Donc, parfois le stress peut s'évacuer simplement en travaillant parce qu'on accomplit des choses et ça atténue le stress. Le stress peut aussi être peut-être un peu plus accepté si on s'arrête de travailler, qu'on va faire autre chose pendant 1 heure. Le stress peut être géré en allant faire une séance de sport intensive. Ça peut être géré en allant se promener en forêt comme je fais presque chaque jour. Donc les, euh, je pense que c'est difficile pour toutes les personnes qui veulent réussir, qui ont de l'ambition et qui sont un peu dans le contrôle du quotidien de leurs actions. C'est quelque chose qui est permanent. Donc, il faut apprendre à vivre avec et pas essayer de l'effacer artificiellement parce que c'est compliqué et souvent ça fonctionne pas de toute façon. Donc il faut l'accepter, il faut s'écouter et il faut vivre avec. Et le stress est aussi un moteur au quotidien. Donc c'est quelque chose qu'il faut intégrer comme un moteur, comme une petite flamme. Tout à l'heure, tu disais aussi que dans certaines réunions que tu avais pu vivre, il y avait un fort pouvoir de concentration pour pouvoir être efficace dans ces moments-là. Est-ce que quand on est entrepreneur, bah, la concentration, ça fait partie aussi de quelque chose qui est important? Oh bah oui, quand les dossiers sont compliqués, faut être ultra concentré. Ensuite, il faut bien se connaître pour choisir les moments de la journée où on traite les tâches les plus complexes. Je sais par exemple que je peux me lever moi tôt le matin et aborder des sujets qui sont très compliqués, alors que j'aurais du mal à les aborder à 18h ou à 19h. Donc n'importe quel entrepreneur aura des sujets qui, en fonction de son expertise, lui paraîtront compliqués. Ça peut être parfois dans
quand on lance une marque, il y a beaucoup de copywriting, il y a beaucoup de rédaction à faire, il faut créer d'une certaine façon, et à ce moment-là, il faut être ultra concentré sur ce qu'on fait. Donc, il faut choisir les bons moments de la journée. Ensuite, moi, j'ai un petit truc qui m'amuse et qui amuse l'équipe, c'est que quand j'ai vraiment besoin d'être concentré, je mets un sweat à capuche, je mets une capuche bien enveloppante, je m'isole un petit peu du monde. Et je me plonge sur mon écran, et à ce moment-là, il faut absolument pas être dérangé. Donc, le signal de la capuche, c'est que je suis pas prêt à parler pendant un petit moment. Ok, ouais, c'est sympa. Comme quelque part, t'es dans ta capuche, dans ta bulle. Ouais, complètement. Et la question étant sur la concentration, ça peut aider. Et puis, éventuellement de la musique classique, ça peut aussi aider à se concentrer, pour moi en tout cas. On va parler un peu de détermination. Pour avoir une force mentale, souvent on entend qu'il faut rien lâcher. Alors j'ai beaucoup d'invités qui me disent que malgré tout, il faut savoir faire la nuance et que parfois il faut savoir lâcher certaines choses pour être efficace sur d'autres. T'en penses quoi ? Je pense que pour les entrepreneurs, la persévérance, c'est certainement une des qualités essentielles. On ne demande pas de faire des choses absolument extraordinaires au quotidien. On nous demande au quotidien de répéter les bonnes choses et d'éviter de faire trop d'erreurs. Donc, si être persévérant, ça veut dire ne rien lâcher. Je sais pas si les deux sont pas synonymes, mais moi, je pense que la réussite, c'est la succession de bonnes choses qui sont pas forcément extraordinaires, mais qui vont dans le bon chemin. Ensuite, ne rien lâcher, c'est dangereux de mon point de vue. Moi, je l'ai expérimenté dans le sport, par exemple, où j'ai frôlé des choses graves parce que je refusais de ne pas lâcher. Je refusais de m'arrêter alors qu'il y avait un vrai risque pour la santé, par exemple. Donc, et c'est la même chose au quotidien. Il faut savoir lever le pied, il faut savoir baisser en tension, baisser en pression. Donc, c'est des accélérations et ensuite des ralentissements, et tout ça avec une forme de détermination quotidienne qui fait que on avance, et qu'en fin de chaque journée, on se dit que on est en meilleure position que la veille au même moment. On arrive sur la fin de cette interview, de cet épisode. Si tu devais conseiller des jeunes entrepreneurs pour se lancer, quel conseil tu pourrais leur prodiguer ? Prenez, choisir un domaine qui passionne. Moi, si j'ai choisi de lancer une marque de sport, c'est parce que je suis passionné de textile sport depuis plus de 20 ans, quand c'était mon métier chez Reebok, que j'ai essayé de choisir un domaine où je pense que je serais difficile à challenger pour la décennie à venir. Donc, choisir un domaine qui plaît, pour lequel on a peut-être plus d'intuition et plus de facilité, et ensuite être ultra persévérant au quotidien. Je vois des personnes qui s'arrêtent parfois au bout de 12 mois, 18 mois, 24 mois. Parfois, il y a la pression financière, mais là, c'est mon tempérament, et ça fonctionnait quand j'étais dans les grandes entreprises. Il faut continuer jusqu'à ce qu'on réussisse. Ça pourrait presque être la citation du mot de la fin. Il faut continuer jusqu'à ce qu'on réussisse. C'est chouette comme citation. Mais il y en a il y a le motto de Jeff Bezos, d'Amazon. Si tu connais Sébastien, c'est gradatim ferociter. Donc c'est étape par étape, férocement. Donc ça veut dire à peu près la même chose, et c'est ce qu'on s'applique à faire au quotidien avec mon associé sur Aert. Bon, écoute, merci beaucoup pour cette interview et pour le temps que tu m'as accordé pour cet épisode. Je te souhaite une belle continuation, une belle aventure entrepreneuriale et beaucoup de succès pour ta marque Aert. Et encore merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu, Sébastien. C'était un vrai plaisir. C'était Patrick Daniels, entrepreneur et cofondateur de la marque Aert, une marque de sportwear élégant pour sportifs exigeants. J'espère que notre invité du jour vous aura inspiré, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons de votre mental.